Avant d'aborder le sujet portant sur le Togo, on va encore laisser quelques minutes à Germain Pouli pour pouvoir terminer son raisonnement. Non, je serai plus long. C'est juste demander à tous nos gouvernements en Afrique d'être sur le qui-vive et de se doter d'un plan de riposte face aux catastrophes. En même temps, encore une fois, ce n'est pas une affaire des gouvernants seuls. La dernière fois qu'il y a eu les inondations en Allemagne, il y a 2 ou 3 semaines, les populations se sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés, pour les sortir de décombres, pour les habiller, pour apporter de la nourriture et tout ça avant que l'État n'arrive. Et là aussi, je pense que la solidarité nationale doit être une affaire de tous. On le fait quand même. Dans nos quartiers, on ne laisse pas les sinistrés à leur triste sort. Mais ce n'est pas une solidarité assez chaude. Comme on l'aurait souhaité, il faut aussi que les populations aussi apprennent à se dire que ce qui est arrivé à nos voisins peut nous arriver à cause aussi. En ce moment, on va espérer compter sur la solidarité des autres. Donc, et au-delà du gouvernement aussi, on va pouvoir attirer l'attention de tout un chacun pour s'intéresser de temps en temps à ce qui arrive aux voisins. Il ne faut pas qu'on passe, on dit il y a inondation et puis on s'en va. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider dans l'immédiat? Est-ce qu'on peut apporter un pull au vert? Parce que c'est des gens qui perdent tout dans les inondations, qui c'est irrécupérable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter? Et donc, je pense que les populations et les dirigeants en Afrique doivent revoir un peu les choses. Lucas Mako, même question à vous, ou bien... Oui, mais la question, ça dit que quand tu demandais, ou bien quand tu demandais constitue la responsabilité, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de Camerounais reprochent à il y a une longue, une telle longévité au pouvoir, 39 ans au pouvoir, tu l'as dit, et que quand on est au pouvoir, quand on fait de si longues années au pouvoir, on devait essayer de résoudre ce genre de problème, mais ce qu'il faut souligner tout de suite, c'est que en fait, on ne veut pas tout remonter au chef de l'État. Le Cameroun connaît depuis des années ce qu'on appelle la décentralisation, les élus locaux. Donc, tout à l'heure, on le disait qu'en fait, le premier rôle ou bien la première responsabilité incombe en fait à ces élus locaux-là. C'est à eux, en fait, de prévenir la population. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que beaucoup de gens l'ont dit, c'est-à-dire que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une zone marécageuse et que normalement, quand vous allez construire, il y a des alertes. C'est-à-dire que le gouvernement me dit, mais c'est une zone dangereuse, vous n'êtes pas autorisé à construire là-bas. Est-ce que tout cela est fait? Est-ce que la population essaie de mettre tous ces conseils en pratique? Donc, il faut analyser tout cela. Mais derrière, quand la situation se produit, c'est la réaction des autorités qui intéresse. Est-ce que jusque-là, le gouvernement camerounais a dépêché une équipe ou bien est-ce que il y a au moins des membres du gouvernement qui sont allés voler au secours des sinistrés? Donc, c'est la question là. C'est pour ce qui inquiète, c'est que c'est, comme on l'a déjà dit, c'est répétitif. L'année prochaine, c'est répétitif. On doit s'attendre jusque-là, on ne peut pas trouver une solution. Donc, ça veut dire que l'État a complètement abandonné, ou bien le gouvernement a abandonné dans ce sens-là. Mais on a vu, c'est-à-dire que la manière dont les autres pays se sont précipités, les dirigeants occidentaux ont pris le problème à bas le corps quand ils ont vécu tout récemment ce genre de situation. Ça prouve également que nous avons des dirigeants qui pensent moins à nous, parce qu'aujourd'hui, actuellement, Paul Biya même n'est pas au pays, c'est depuis à l'étranger qui décrète la journée de lundi du 16 août, les chômeurs payés pour tout le Cameroun. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire là-bas à Douala, qui est une capitale économique, je l'ai dit, et qui mérite d'être qui mérite mieux. Allez, on va parler maintenant du Togo, la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie qui était jusque-là détenue à 100% par l'État du Togo va passer sous le contrôle de IB Holding, une société de droit togolais détenue par le Burkinabé Mamadou Bonkungo. En Conseil des ministres, mercredi, le gouvernement togolais a adopté un projet de décret qui fixe les modalités et le prix de cession inconnu de 90% des actions de l'État dans le capital social de cette banque. Et l'objectif, Germain Pouli, c'est de financer davantage l'économie nationale.
Oui, c'est l'objectif de cette vague de privatisation. Donc des banques de l'État qui a commencé il y a assez longtemps, hein, je pense depuis 2013. Et les privatisations ont commencé. Il y a eu la BTD qui est passée sous Aura Group. Il y a eu la VIA Togo qui a été racheté par un groupe marocain, Ati Jarifa Bank, je pense, oui. Et puis il y avait ces deux autres banques, donc la BTCI et l'UTB. Depuis 2018, on annonçait cette privatisation. Après, on a parlé plutôt de fusionner les deux banques pour espérer les garder toujours sous la direction de l'État avant que finalement on acte définitivement la privatisation. Alors, depuis cette semaine, on en sait un peu plus sur qui va reprendre donc la direction de cette banque qui sera privatisée. C'est le holding IB, celui-là qu'on connaît beaucoup plus comme Ebomaf, par ici, homme d'affaires burkinabé qui a fait fortune dans le BTP, aujourd'hui qui est dans les finances, qui a déjà l'année dernière ouvert une banque à Djibouti, qui est aussi sur des projets de banque en Côte d'Ivoire et dans certains pays. Donc c'est lui qui reprend la BTCI et on attend de voir clairement les conditions de cette privatisation. On n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est que l'État va détenir une part assez minoritaire de 10%. 10%. Donc c'est dire que l'État se désengage un peu de cette activité-là, qu'on veut remettre à des privés, à des spécialistes, entre guillemets, ceux-là qui connaissent bien cette activité-là. Et on espère que tout ça va se bien passer et que l'économie togolaise, ou du moins les acteurs économiques du Togo, vont pouvoir profiter de cette vague de privatisation. Alors, Auris Donkovi, vous pensez qu'il y a eu déjà des privatisations, hein, comme Germain Pouli l'a dit tout à l'heure. Est-ce que déjà vous voyez l'impact de ces privatisations dans l'économie du Togo pour que cela puisse continuer? Alors, je sais pas, je pense que c'est trop tôt pour voir s'il y a un impact sur l'économie du Togo. Ce genre de choses, il faut quand même un certain nombre d'années pour s'en apercevoir. Le Togo, il n'est pas trop différent de ce qui se passe dans les autres pays d'Afrique actuellement. Comme je dis, c'est mondial. Depuis la chute du mur de Berlin, la prime est au néolibéralisme, au capitalisme. C'est-à-dire, c'est l'économie de marché, tout est bon pour faire de l'argent, et cela qu'importe certaines considérations sociales. Par conséquent, le problème qu'il y a avec les États africains, en particulier le Togo, c'est qu'on est en face d'États qui n'ont pas, à mon avis, les moyens de la résistance. Lorsque on privatise à tour de bras, la question qu'on pourrait poser aux États africains, en particulier sur le du Togo, c'est que est-ce qu'ils se prédestinent à être un super douanier de l'État? C'est-à-dire, grosso modo, est-ce que la politique va consister à tout privatiser et à percevoir des taxes un peu partout en se désengageant de tout? Parce que le constat, c'est que tout ce qui est stratégique, tout ce qui pourrait paraître régalien, finalement, est privatisé, quoi. Lorsque l'on prend le Togo, on prend par exemple le port. On prend, comment on appelle, la communication. Je pense qu'actuellement, on s'entend tous sur le pouvoir de la communication. On prend la communication, on prend, comment dirais-je, le minier, on prend les banques, on prend... Tout est privatisé. Et c'est d'autant plus étonnant que c'est encouragé par des pays qui eux-mêmes sont particulièrement protectionnistes. Lorsque on prétend toucher à un secteur qualifié de régalien dans un pays occidental,
vous avez tous les boucliers qui se lèvent. L'État, c'est-à-dire, on est prêt, c'est-à-dire, vous auriez été dans un État, je sais pas moi, occidental, pour le cas de la BTCI, qui est une banque quand même qui a un historique assez important au Togo. Vous auriez eu une concordance, une convergence d'acteurs locaux qui auraient eu la prétention de reprendre la banque et la défendre pour la sauvegarder d'intérêts étrangers. Vous voyez, vous allez en Chine, c'est la même chose. Vous allez aux États-Unis, qui est le comment dirais-je, le champion du capitalisme moderne, c'est la même chose. Lorsque les Chinois ont prétendu vouloir investir dans les ports américains, vous avez eu une levée de boucliers. Et quand vous avez eu les mêmes Chinois qui ont voulu s'ingérer dans l'Union européenne en passant par la crise grecque, qui était énormément endettée, vous avez eu tous les acteurs, tous les pays autour qui se sont levés pour dire non, on ne veut pas des Chinois, on ne veut pas que les Chinois récupèrent l'armada grecque. En Afrique, ce n'est pas le cas. Vous avez des États fragiles, des États qui sont balkanisés, à qui on a refusé le droit de s'unir. Je rappelle, à l'époque, on avait les accords ACP-UE. On a refusé à ces États de s'unir. Lorsqu'il s'agit, et c'est d'autant plus grave que lorsqu'il s'agit de négocier, on prend ces États séparément. Mais lorsqu'il s'agit pour les fragiliser. Donc on va dire, ben voilà, non, on prend le Bénin à côté, on prend le Togo à côté, on susurre un peu à l'oreille de la Côte d'Ivoire, on va choper le Sénégal, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit d'investissement, comprenez qu'aucun de ces groupes ne le fait en pensant aux frontières. Vous allez par conséquent avoir des groupes qui vont avoir, par exemple, si vous prenez le cas d'une société très connue qui a les ports en Afrique, cette société a la plupart des ports francophones. Elle a le satellite de la plupart des États francophones. Elle a un des plus grands groupes de communication qui gère la communication, même parfois du directoire de ces États francophones. C'est quelque chose d'inquiétant. Si vous prenez la brasserie, c'est un groupe qui a la possession de toutes les brasseries, de la plupart des brasseries des États francophones. Donc, les investissements de ces groupes, généralement, lorsqu'ils viennent, ils le prennent par région. Et par conséquent, si vous observez la plupart des gens qui travaillent pour ces groupes, vous remarquerez que si le monsieur habite, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, sa famille au Sénégal, il fait de temps en temps des virées au Bénin, parce que c'est pris comme une région. Il n'y a que les Africains qui, dans leur investissement et dans leur système de défense, dans leur stratégie, ne font pas communion et ne font pas bloc. Ce qui est, comment dirais-je... En 30 secondes. Ce qui est triste, c'est qu'on ne va pas vers une amélioration de cela. On est, si vous voulez, dans un système où on dit quoi aux gens? Les gens sont passés d'un état où ils avaient un petit pécule et où ils avaient un système de gestion pour pouvoir atteindre leur plan de vie. Non. Actuellement, on est dans un système où on dit empruntez. Endettez-vous, empruntez. En sachant que tous les avoirs que vous allez recevoir, en réalité, ils ne sont pas à vous, vous les avez empruntés. Donc, il faut faire attention lorsque on prétend, comment dirais-je, investir dans un certain type de chemin. Encore une fois, vous allez avoir des gens qui vont dire, oui, je suis pour l'Afrique, je suis panafricain, je défends l'Afrique, mais il faut voir ce qui sous-tend. Lorsque vous avez, je vais terminer avec ce point-là, lorsque vous avez des groupes, par exemple, vous avez le monsieur, comment dirais-je, qui va investir dans la BTCI, on a dit, c'est Ebomaf. Lorsqu'on a pris Ebomaf, c'est burkinabé. C'est ce qu'on dit. Le Togocom, on dit c'est malgache. C'est ce qui est dit. Donc effectivement, la première réactivité, c'est de dire waouh, on a des Africains qui gèrent de grands groupes. Alors que derrière, c'est du panafricanisme. Alors que derrière ce qu'il faut surveiller, c'est les capitaux. Et en Afrique, on ne surveille pas les capitaux. Qui détient la part de ces entreprises, d'où viennent les capitaux et les investissements. Et ces groupes-là sont le cheval de Troie de qui? Parce que le problème qui se pose, c'est que dans tous les autres pays, les groupes sont soutenus par les États et l'inverse est la même chose.
C'est pour ça, vous verrez des grands groupes comme, je sais pas moi, Bouygues, vous verrez de grands groupes comme Bolloré, des groupes comme Vivendi, qui sont profondément et intimement liés avec la structure de l'État français. Vous allez aux États-Unis, vous aurez la même chose. Lorsque la fois dernière, on a parlé de Jack Ma, qui a été emprisonné, qui est venu à Lomé, ainsi de suite, les gens disent « Ah ouais, le gouvernement chinois, oh Jack Ma ». Les gens oublient que Jack Ma ne doit son leadership, sa puissance et la construction de son groupe qu'aux avantages fournis par l'État chinois qui est particulièrement protectionniste sur certains secteurs. Donc le problème avec les groupes africains, c'est que on a des entrepreneurs qui ont la volonté d'être riches, pas de problème, qui ont la possibilité de créer des groupes en absorbant des structures de part et d'autre, pas de problème, qui ont la possibilité d'employer de l'expertise africaine. Problème parce qu'on ne forme pas en Afrique. Mais le problème, c'est que le gros problème de ces entreprises, c'est qu'ils n'ont pas d'état fort, de structuration forte qui va défendre leurs intérêts et avec lesquels ils peuvent interagir. Il n'y aura pas, par exemple, si demain, le groupe de ce monsieur qui est burkinabé, qui commence à absorber, si demain on lui lance une OPA hostile, vous n'aurez pas l'Union africaine, le Togo, le Bénin derrière. Sans doute pas. Vous ne l'aurez pas. Alors, Luis Gamako, les privatisations en série. J'avais posé cette question à Oris Donkovi. On commençait précisément, cela fait 10 ans, moi, ce que je me trompe, l'impact de ces privatisations sur la vie économique du Togo pour qu'on puisse continuer à encore pas privatiser les banques. Difficile pour moi de te faire le bilan. Vous n'êtes pas économiste. Vous invitiez le ministre Niaya, c'est lui qui est en charge des finances et de l'économie. Maintenant, sur la privatisation, là. Sur la privatisation, c'est-à-dire que ce qui saute aux yeux, c'est que cette privatisation-là n'apporte rien pour le moment aux contribuables togolais. Je le dis parce comment que... vous l'avez su que cela n'apporte rien? Parce que c'était ça ma question. Oui, justement, parce que tout récemment, je pense que tout récemment, il y a les agents de santé, le collectif des syndicats de santé qui a fait une sortie pour dénoncer justement le projet ou bien la réforme de contractualisation des hôpitaux. C'est un projet mis en éblat il y a 5 ans et donc la dernière fois, ils ont réuni la presse, ils ont fait un bilan de mi-parcours. Et donc les agents de santé nous informaient que en fait, cette contractualisation-là n'apporte rien à l'État, plutôt ça dit que c'est un budget. Et la contractualisation est juste un budget budgétivore, en fait. C'est-à-dire la contractualisation, elle est budgétivore, mais derrière, il n'y a rien de concret qui sort. Parce qu'il parle de 75 millions de francs CFA qui sont alloués, en fait, aux sociétés contractantes, alors que la subvention de l'État aux hôpitaux est de 20 millions de francs CFA. Maintenant, quand vous voyez tout ça, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt les structures non contractantes en fait qui font la majorité des boulots. On les a vus au front pendant cette crise à coronavirus. Donc ça c'est un exemple. Tout récemment, on a assisté à la privatisation du groupe Togocom. C'est vrai, habituellement on privatise quand la société est en difficulté. Maintenant, pour Togocom, pour les hôpitaux, on peut comprendre parce que depuis fort longtemps, on a tous compris que le secteur de la santé est un problème de l'œuf et de la poule pour le Togo. Donc, à un moment donné, le gouvernement a jugé bon, en fait, d'opter pour la contractualisation. Mais 5 ans après, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a rien donné. Pour Togo, comme beaucoup de gens se sont levés de par le passé pour dénoncer qu'il n'y avait pas question, il n'y avait pas urgence pour qu'on privatise cette société. Aujourd'hui, c'est la BTCI qui en fait les frais justement parce que vous l'avez dit, ça fait déjà 10 ans que l'avenir de cette banque s'écrivait en pointillé parce que on a déploré que des crédits contractés par certains créanciers n'ont pas été remboursés et on citait des créanciers insolvables et puis il y a certaines sociétés, la société cotonnière, il y a des sociétés des phosphates qui ont contracté des crédits là-bas et qui n'ont pas remboursé. Mais à côté, il y a également une mauvaise gestion. Donc la mauvaise gestion revient toujours. C'est pour ça qu'on dit que le problème de l'Afrique ou bien le problème du Togo, c'est pas d'aller chercher des financements ailleurs. C'est-à-dire que c'est des gens, ce sont des citoyens qui n'ont aucune fibre patriotique, qui, quand ils ont la possibilité
ne font que racler la caisse de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la BTC à l'époque a été dirigée par des Togolais. Ouais. Mais malheureusement, résultat. la mauvaise gouvernance a fait que la banque a été endettée. Mais ceux qui l'ont dirigée, on a vu qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui sont promus même en rang de ministre. Ça veut dire que l'impunité économique est toujours de mise. Et donc, quand c'est comme ça, on ira de privatisation en privatisation. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui reste aux Togolais. Même quand vous voyez Olé là, Olé dont en fait Olé et Gozem, ce sont des sociétés chinoises qui l'ont installé au Togo, et les Togolais sont devenus des métiers. Ils travaillent pour les étrangers, et dans quelles conditions d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis et nous sommes malheureusement au Togo, c'est la jeunesse qui tire le diable par la queue. C'est vrai, je suis pas moment désolé. J'ai aussi envie de bien parler de mon pays, c'est-à-dire que quand vous parlez bien de votre pays, bien sûr, peut-être que vous dénoncez seulement certaines choses, et c'est normal. Va pas. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est que les choses aillent bien pour que tout le monde puisse au moins arriver à manger au moins en fait deux fois par jour. Vous dites 2 fois. Oui, 2 fois, de façon moi, je dirais même 3 qualitative et quantitative. Ouais. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, quelqu'un l'a dit, c'est-à-dire que pour une banque comme la BTCI où plus de 70% où des employés togolais, des fonctionnaires togolais sont domiciliés, cette banque-là vient d'être privatisée et donc on va remettre la gestion de cette institution financière à un Burkinabé qui viendra imposer ses désirata. Malheureusement, c'est cela qu'on assiste et puis personne ne dit rien. On va continuer malheureusement. Donc du moment où, je le disais tout à l'heure, on continue par encourager ce qu'on appelle l'impunité économique et on se concentre juste sur le volet politique, on va aller de crescendo. Donc c'est peut-être le moment de mettre fin à tout cela. Nous avons aujourd'hui une école nationale d'administration. On forme des gens pour administrer les administrations. Pourquoi on ne les met pas à profit? Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas du boulot? Pourquoi on ne les met pas devant le fait accompli pour qu'ils nous montrent ce dont ils sont capables. Le financement de l'économie nationale, on en a déjà parlé. Le gouvernement a promis également de veiller à la préservation des intérêts des employés. Germain Poli. Oui, ça c'est le volet social de cette privatisation. Parce que quand on privatise, on a peur que le nouvel acquéreur vienne avec son personnel. Et de toute façon, il y aura des mouvements. Sans doute. L'essentiel, c'est de garder les employés qui sont là. On l'a vu avec certaines sociétés privées déjà. On a vu quand, au niveau de Télécel, détenu par les Ivoiriens, quand Move est arrivé, détenu par les Marocains, on a vu ce qui est arrivé. Et même la première banque privatisée, Orabank, BTD, on a vu un peu les mouvements. C'est des privés qui prennent. Et puis, donc ici, déjà, le premier souci, c'est qu'il ne faut pas que les anciens employés de l'État perdent leur boulot. Donc, ça rentre dans les termes de la négociation. Donc, c'est déjà un acquis. Mais je voudrais dire, il faut qu'on sorte un peu de l'émotionnel. C'est vrai que tout le monde dit, mais pourquoi on veut tout vendre? On privatise. Et ça inquiète. On se dit, mais c'est une banque togolaise, maintenant elle est dans les mains d'un étranger. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il faut remonter aussi à l'histoire de ces banques-là. Ces banques-là n'ont pas été des banques nationales au départ. C'était des banques privées. UTB, BTCI, c'était des filiales de groupes comme BNP, comme le Crédit Lyonnais, la Deutsche Bank et la banque allemande et une banque commerciale italienne. Donc, elles ont été privatisées en 1914 et en 1994. Et elles ont été nationalisées. Donc, c'était des banques privées, des filiales des banques privées en réalité. L'État a pris en charge, mais l'État a montré ses faiblesses. C'est-à-dire que l'État n'a pas les capacités pour gérer les affaires. En réalité, je pense que c'est... Vous parlez de quelle capacité précisément? Au niveau de l'administration? Un banquier, c'est un homme d'affaires. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État. Est-ce que c'est des hommes d'affaires? On n'a pas des hommes d'affaires au Togo, peut-être? Mais là, ils ne vont pas être recrutés par l'État. C'est-à-dire que le banquier, il veut faire des intérêts. Le banquier, ce n'est pas quelqu'un qui donne de l'argent. C'est quelqu'un qui passe son argent aux gens et qui récolte des bénéfices. C'est du commerce, d'abord.
est-ce que l'État a les capacités pour vendre? Si tel était le cas, quand ces banques-là ont été nationalisées, elles devraient marcher plus qu'elles ne l'étaient quand elles étaient des filiales des banques privées. Donc l'État a nationalisé ces banques-là, mais il parlait justement des prêts qui ont été faits à des gens qui n'ont pas remboursé ou à des institutions qui n'ont... Pourquoi? C'est parce que c'est l'État. Mais si vous devez de l'argent à un privé, ça ne va pas rester comme ça. Je pense qu'il y a une faiblesse dans certains domaines, c'est que l'État se rend compte qu'il n'a plus les capacités managériales pour gérer un certain nombre d'activités. Et encouragé par des institutions comme le FMI et tout ça, il faut privatiser. Vous avez vu que ça a pris une dizaine d'années. Ça veut dire que l'État même ne voulait pas. Mais est-ce que c'est rentable? En face, aujourd'hui, il y a de la concurrence, il y a de nouvelles banques qui s'installent, tenues par un pays comme le Maroc qui est assez présent en Afrique, avec des banques qui mettent de l'argent à la disposition des privés, des commerçants, des États, mais qui s'assurent qu'il y a des remboursements. Est-ce que c'est fait? Est-ce que ces fonctionnaires-là, qu'on met là-bas sur les banques nationales, est-ce qu'ils font un bon travail? Est-ce que la banque devient rentable? Ou bien c'est une banque, finalement, qui endette l'État, mais on va dire, bon, on la garde, parce que je crois que c'est un peu ça. C'est ça le problème. Ça endette l'État, donc vaut mieux... Je pense que ça n'a pas marché. Si ça avait un bilan positif, il n'y a aucune raison que l'État privatise, et privatise, puisque, comme je le rappelais, ces banques n'étaient pas nationales au départ. Elles ont été nationalisées en 1974 et en 1994, les deux banques dont il s'agit. Moi, je ne suis pas pour la privatisation. Mais est-ce que nos fonctionnaires sont capables de gérer? Maintenant, il parlait de Togocom. Quand vous prenez Togocom, Togocel, par exemple, marchait bien. Mais Togo Télécom, ça ne marchait pas. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des forces un peu au-dessus des États qui ont tendance à diriger les États vers la privatisation. Vous allez aujourd'hui à Paris, on parle de Messi, mais le PSG, c'est pas pour la France. C'est un club qui appartient aux Qataris. C'est des investisseurs. Et on a vu l'investissement. Voilà. Attention, le PSG, c'est un club de foot. La France s'en fout. Non, mais, si par exemple si tu dis EDF, non, on ne privatise pas. Non, c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est avant tout un symbole. Prends l'aéroport de Paris. Il est privatisé. L'aéroport de Paris, c'est pas EDF. C'est pas Suez. L'aéroport de Paris, c'est pas EDF. C'est pas quoi? C'est pas EDF. C'est pas Électricité de France. C'est pas Suez. Mais ça. Mais c'est ça. C'est la même. C'est ça. C'est pas la même chose. Il y a des choses qui sont stratégiques et régaliennes. Même tu parlais des télécommunications, le Bouygues Télécom, tout ça, c'est pas l'État français. L'État est actionnaire. Mais la grande partie des actions, c'est des privés. Attention, l'État a ses médias d'État. Non. L'État a ses médias d'État. Je ne parle pas de communication, je parle de téléphone. De téléphonie, d'accord, mais la téléphonie, oui, d'accord. Télécom, je ne parle pas de Canal+. D'accord. Mais ça, c'est privé. D'accord. Donc, mais quand vous prenez Renault, par exemple, l'État a des actions dedans. Mais c'est privé. Donc, c'est la même chose, en fait. La tendance vers la privatisation. Est-ce une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? C'est la rentabilité, en fait, qui nous intéresse. Est-ce que demain, dans 5 ans ou 10 ans, quand on revienne nous dire que la privatisation donne des résultats identiques que quand c'était BTCI aux mains de l'État ou moins, là on va se dire ça a été une mauvaise affaire. Donc maintenant il faut aussi qu'on nous fasse un peu le bilan de cette première privatisation qui a été faite. Est-ce que c'est concluant? C'était là le sens de ma question. Est-ce que c'est ça qui pousse à continuer les privatisations? On n'en sait rien. Il faut qu'on nous dise. Et si ça pousse à le faire, cela doit être ressenti sur l'économie nationale. Maintenant, après, comme je le dis, les banquiers sont des hommes d'affaires. C'est pas le FNFI. Et même vous voyez aujourd'hui le FNFI ne passe plus de l'argent parce que les gens ont tendance à ne pas rembourser quand c'est l'État. Donc le FNFI vous envoie auprès des microfinances. Et elle se charge de recouvrer. Ça veut dire que l'État s'est rendu compte que quand c'est lui qui donne de l'argent, les gens n'aiment pas rembourser. Merci. Mais quand c'est un privé, aujourd'hui on vous dirige vers la FUSEC. Mais c'est l'État qui garantit le prêt. Mais c'est le FNFI vous dirige vers plusieurs microfinances avec lesquelles ils ont des accords. La précision importante que je voulais, parce que tu parlais de privatisation, il faut faire attention. Renault
fabrique des voitures, il n'y a pas de problème. La France défendra Renault. Mais Dassault, qui fabrique des avions de chasse. Non, ça c'est différent. Non, mais c'est pour ça que je dis. Voilà, c'est pour ça que c'est très subtil. Maintenant, moi, la question que la banque togolaise. Bon, quelle est la banque maintenant qui nous appartient? Elle est où la banque qui est à nous? C'est-à-dire celle qui rassemble nos épargnes. Avoir une banque pour avoir une banque pour avoir de l'argent. C'est vrai, on a eu la CNCA, la banque agricole. Mais cette banque a été très mal gérée. On l'a par les Togolais. Oui, mais les Togolais, c'est qui? C'est les fonctionnaires. La semaine prochaine, les fonctionnaires n'ont pas. Donc il n'y a pas de formation. Non, exactement. Là où on aurait pu amener le débat, c'est est-ce qu'il n'y a pas des privés togolais qui peuvent racheter cette banque? Oui, Moi, là, ce débat m'intéresserait. Est-ce qu'il n'y a pas des gens assez riches pour mobiliser des moyens pour acheter cette banque? Et avec un national. Et qu'en est-il de la formation et l'expertise des Togolais dans la gestion des structures et des sociétés? Bien sûr, ces Togolais ne pouvaient pas. On est pris par le temps. On aura le temps la semaine prochaine de revenir sur ce sujet. C'est un sujet d'actualité et c'est un sujet intéressant. D'ailleurs, merci beaucoup à vous pour la profondeur de vos analyses. Germain Poli, merci beaucoup, directeur de publication de Togo Réveil. Le rédacteur en chef de Togo Breaking News. Merci également à vous, Luis Kamako. Merci. Et l'activiste Horus Donkovi. Merci Michel, de vous avoir. merci à tous ceux qui nous ont suivis. Également un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux autour de l'émission Excellente Suite de nos programmes.